Frédéric Bierry, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental du Bas-Rhin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Club de la Presse et de la librairie Kléber. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la sortie de crise, de la sortie du confinement. La sortie de confinement qui a été annoncée hier soir d'une manière accélérée par le président Emmanuel Macron. Dans ses déclarations, Emmanuel Macron a promis qu'il donnerait davantage de pouvoir et davantage de marge de manœuvre aux collectivités territoriales. Je suppose que cette partie du discours d'Emmanuel Macron vous a fait plaisir ? Alors forcément, je suis très attentif à l'expression autour du pouvoir d'agir sur les territoires. C'est bien évidemment un des enjeux de l'efficacité de l'action publique à mes yeux. J'ai bien entendu son expression, il dit « tout ne peut pas se décider à Paris ». Alors maintenant, j'attends de cette expression qu'elle se mette en œuvre concrètement sur le terrain. C'est là où aujourd'hui j'ai encore parfois quelques doutes. Parce que dans les échanges que je peux avoir de qualité avec un certain nombre de ministres, je m'attends derrière à des mises en œuvre très concrètes. Et puis finalement, c'était comme les zones rouges ou les zones vertes. Finalement, on fait semblant d'écouter les territoires et on ne tient pas forcément compte des réalités sanitaires pour réellement mettre de la différenciation. Et donc, j'entends que le président de la République a bien compris qu'il y a une vraie fracture démocratique aujourd'hui entre le peuple, les élus locaux et les élites nationales, et notamment la haute administration. Mais quand je regarde aujourd'hui le plan Ségur de la santé, plan Ségur, Ségur du nom de la rue du ministère de la Santé, ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est quand même encore la haute administration qui veut prendre les décisions, alors qu'on a bien vu sur l'action sanitaire pendant cette crise que c'est à partir des réalités du terrain, que c'est le dernier kilomètre qui est important. Et ça, on a besoin d'une sphère publique territorialisée, organisée pour le réussir. Alors, on a donné ce nom Ségur au plan aussi en écho au Grenelle. Oui, je sais bien, mais c'est d'une autre époque. Le Grenelle, dans la fin des années 60, on est plus de 50 ans après, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État-providence, c'est terminé. Un État hyper administré, hyper fiscalisé, hyper endetté, n'est plus en capacité seul de mettre en œuvre l'État-providence. C'est la société-providence qu'il faut organiser. Et ça s'organise à partir de l'échelle de vie de nos concitoyens. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé une accélération du déconfinement. Est-ce que vous êtes en phase avec cette accélération? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous estimez que ça va trop vite? Alors aujourd'hui, on est en capacité de protéger les gens. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand ils ont voulu déconfiner, j'ai considéré qu'on ne tenait pas suffisamment compte des réalités des territoires et la capacité à protéger nos concitoyens. On n'avait pas encore les masques partout, on n'avait pas les capacités de tester à grande échelle. Donc pour moi, les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, je pense qu'elles le sont, puisque nos concitoyens sont équipés en masque, ils appliquent les règles de distanciation, enfin ils sont en capacité d'appliquer les règles de distanciation dans le tissu économique. Donc je pense qu'aujourd'hui les conditions sont réunies, mais j'ai quand même quelques points d'interrogation. Par exemple, aujourd'hui, hier, le président de la République a annoncé que les collèges allaient être ouverts et accueillir l'intégralité des jeunes. Là, je m'interroge. Jusqu'à présent, nous accueillons qu'à peu près la moitié des classes, même moins, puisque nous accueillons qu'une partie des classes. Et est-ce qu'on va être en capacité d'accueillir l'ensemble des enfants s'ils venaient à tous être présents le 22, dans les règles de distanciation sociale qu'on avait mis en œuvre avec le rectorat depuis la réouverture des collèges? Ça me semble très compliqué. Alors ces règles vont être assouplies. Jean-Michel Blanquer a dit ce matin que les règles d'accueil dans les écoles et donc dans les collèges aussi allaient être assouplies. On parle maintenant d'1 mètre de distance entre les élèves. Est-ce que les collèges, dont le département a la responsabilité, ont les moyens d'accueillir les élèves avec 1 mètre de distanciation, ou est-ce que ça va être du théâtre? Alors, il y a des établissements où, effectivement, les équipements et la taille des classes devraient permettre d'assumer cette distanciation, mais ce ne sera pas forcément valable partout. Je comprends la volonté du gouvernement de préparer la rentrée de septembre. Et à travers cette démarche, c'est de se dire, est-ce qu'on sera prêt en septembre à accueillir les enfants? C'est vrai que quand je vois les règles de distanciation qu'on a mis en place dans les collèges et que je vois la sortie des classes, dès qu'ils ont quitté l'établissement scolaire, la promiscuité dans les quartiers, dans les villages, etc., entre les enfants, je me dis qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, je comprends qu'on assouplisse,
faudrait quand même s'assurer que les enfants aient des masques pour qu'ils soient protégés. On va voir dans quelles conditions ça peut être mis en œuvre. Je me réjouis aussi que dans les EHPAD, on puisse ouvrir. Vous savez qu'à un moment donné, j'avais poussé pour que les familles puissent aller à la rencontre de leurs aînés qui sont dans les EHPAD, parce que je voyais des aînés qui souffrent de l'isolement. Ça me semblait important, là aussi que ça s'ouvre toujours un petit peu plus, mais à condition de continuer à avoir les gestes de distanciation physique et le masque qui protège. Alors début avril, nous avions eu un entretien par téléphone, une interview pour la Tribune, et vous disiez début avril, 15 jours après le début de la crise sanitaire, si on veut préserver des vies, il faut confiner l'économie. Vous vouliez dire, il faut confiner davantage l'économie et restreindre l'activité aux activités économiques essentielles. Ça ne s'est pas passé comme ça. On n'a pas eu un confinement à l'italienne ou à la chinoise. Donc est-ce que les bonnes décisions ont été prises d'après vous, ou est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce qu'on a trop vite relancé l'activité économique? Alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la France est un des pays au niveau planétaire le plus touché, avec le plus proportionnellement de décès. Et en France, l'Alsace est un des territoires qui a payé le plus lourd tribut à cette crise Covid. Moi, à l'époque, quand j'ai fait cette proposition au Premier ministre, c'est parce que je considérais qu'on n'était pas en mesure de protéger suffisamment nos concitoyens. Et dès lors, et c'est pour cette raison on s'est battu pour avoir des masques, et toutes les forces vives et le monde économique nous a beaucoup aidé d'ailleurs à cela, notamment dans les périodes de plus haute crise, mars, avril, pour essayer de mieux protéger nos concitoyens. Mais dès lors que aujourd'hui on a les moyens de protéger, les moyens de tester, les moyens d'isoler, on est en configuration pour relancer l'économie. Mais c'est aussi pour cette raison que dans le plan économique nous allons voter la semaine prochaine avec mes collègues, on va aider à équiper dans les entreprises pour tous les équipements sanitaires pour protéger à la fois les salariés et protéger aussi les clients d'une propagation. En fait, c'est le problème, si j'avais préconisé ça auprès du Premier ministre, c'est parce qu'à l'époque, nous n'avions pas les conditions sanitaires de protection de nos concitoyens. Et que je craignais, ce qui est d'ailleurs arrivé aussi, que l'Alsace paye un tribut encore plus lourd à cette crise. Vous me parliez à l'époque aussi d'une intervention que vous avez faite auprès de Muriel Pénicaud, oui. Dans laquelle vous preniez la défense des cols bleus, oui. qu'on envoyait au casse-pipe, c'était votre expression, versus les cols blancs qui pouvaient télétravailler. Est-ce qu'on a vraiment envoyé les cols bleus au casse-pipe dans les entreprises alsaciennes? Alors non, parce que très rapidement, et l'échange que j'avais eu avec Muriel Pénicaud avait été très productif. On était en pleine crise et on se retrouvait face à des situations qu'on n'avait jamais rencontrées. Et donc, je pense qu'au départ, ils n'avaient pas pris la mesure d'une forme de discrimination perçue par une partie des salariés, ceux qui pouvaient télétravailler chez eux au regard de leurs fonctions et ceux qui devaient être là pour participer à la production. Mais très rapidement ensuite, le chômage partiel a été mis en place et donc les choses se sont apaisées et on a respecté finalement toutes les catégories socio-professionnelles. Vous êtes aussi président de l'ADIRA, l'Agence de développement économique de l'Alsace. Oui. Comment s'est portée l'économie alsacienne dans son ensemble du point de vue macroéconomique pendant cette crise? Alors, on a été très attentif avec Vincent Folichère, avec l'ensemble des équipes de l'ADIRA, à d'abord tenir informé, d'être en lien direct avec les grands comptes de notre territoire, de sorte qu'ils puissent être informés de toutes les mesures qui étaient mises en place. Au début, chômage partiel, parce que le chômage partiel est un vrai amortisseur social de la crise. Si on n'avait pas le chômage partiel, et on voit bien les pays qui n'ont pas le chômage partiel, ils se retrouvent dans une situation de précarité terrible et de difficultés économiques terribles. Donc, l'engagement de l'État, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le Premier ministre, il disait on paye la moitié des salaires des Français avec le chômage partiel à éviter une crise de plus grande ampleur. Mais là, il y a quelques jours, j'avais encore le directeur régional de Pôle emploi au téléphone. Il me disait qu'il y a 70% d'offres d'emploi en moins dans ce contexte aujourd'hui. Donc le chômage partiel a limité la casse. J'ai vraiment des craintes sur l'impact après la crise sanitaire sur l'économie et sur la situation sociale de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, moi, c'est un grand point d'interrogation. C'est pour cette raison que j'ai voulu qu'on ait un plan économique complémentaire de ce que l'État ou la région peut faire pour faire un choc de confiance
sur notre territoire. On sait aussi qu'il y a une partie de nos concitoyens qui ne sont pas retrouvés en difficulté pendant cette crise et qui ont thésaurisé, qui ont contribué à épargner. Il faut qu'ils aient suffisamment confiance pour aujourd'hui relancer l'économie. Et c'est notre enjeu avec mes collègues conseillers départementaux, c'est de redonner confiance à l'économie alsacienne. Qu'est-ce que vous faites pour relancer l'économie? Est-ce que vous allez mettre en place un budget spécifique? Alors, c'est une démarche de 200 millions que nous allons impacter dans l'économie pour faire ce choc de confiance, pour faire levier pour notre territoire, parce que on voit bien que c'est compliqué. D'abord, il y a les enjeux sanitaires que les entreprises doivent relever. Et là, on va les aider dans la capacité à financer un certain nombre d'équipements. Alors, je parle surtout des petites entreprises de 0 à 10, de 10 à 50. Notre enjeu, c'est de les accompagner dans les investissements sanitaires qu'ils ont dû faire, des séparations, des investissements pour protéger leurs clients et protéger, bien sûr, leur personnel. Ça veut dire que vous allez payer des hygiaphones, on va contribuer effectivement, on va contribuer à financer en tenant compte des réalités de chaque territoire. Dans chaque bassin de vie, les conseillers départementaux vont auditionner et voir les besoins des entreprises, tenir compte de la réalité économique et sociale de chaque entreprise pour être en capacité d'apporter un petit coup de pouce, un soutien dans les charges sanitaires, mais aussi de reconversion. Je vois par exemple les restaurants qui ont dû se transformer aussi en drive pour faire face. Donc là, on réfléchit à la capacité de les accompagner. Cette réflexion fait suite aux échanges qu'on a pu avoir avec les présidents des chambres consulaires. On a cet enjeu-là d'abord, c'est le premier enjeu, c'est soutien, coup de pouce face aux charges pendant cette crise, et notamment cet enjeu sanitaire. Mais après, il y a aussi toute l'économie, ce que j'appelle l'économie du quotidien, l'économie de la vie courante, l'économie essentielle de notre territoire, où là, il faut qu'on soit véritable levier, parce qu'on a bien vu que sur des sujets majeurs comme la santé, il y avait des trous dans la raquette, qu'on n'ait pas la possibilité de suffisamment de masques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper pour l'avenir. J'espère qu'on ne retrouvera pas de crise majeure de ce type dans l'avenir. Mais en tout cas, si elle devait se reproduire ou se prolonger, il faut qu'on soit prêt à soutenir nos concitoyens, les accompagner, et qu'on ait du coup une économie adaptée, enfin qu'on ait les acteurs économiques qui peuvent nous permettre de répondre à ces enjeux-là. C'est pour ça qu'on a accompagné aussi la filière des textiles en masques. En achetant 3 millions de masques, on a contribué à moderniser l'outil de production, à le rendre plus compétitif et être du coup en capacité progressivement de produire suffisamment de masques pour répondre à la demande. Alors, au plus fort de la crise sanitaire, fin mars, début avril, quelles étaient vos relations avec l'État et avec ses représentants au niveau local? Alors moi, préfecture, agence régionale de santé. Je peux me féliciter vraiment de la qualité du partenariat qu'on a eu avec la préfète, Madame la préfète, et l'ensemble des services de l'État. C'est très tôt, quand on a commencé à percevoir le début de la crise, moi je me souviens dès début mars, on a travaillé en bonne intelligence, en lien direct, les collectivités et l'État. Les services de l'Agence régionale de santé se sont investis énormément, mais on a bien pris conscience aujourd'hui qu'il y avait quand même des trous dans la raquette, et que pour franchir le dernier kilomètre, les collectivités ont été essentielles. Quand je me suis rendu compte que j'avais des appels de directeurs d'EHPAD qui me disaient « si demain on n'est pas couvert en masque, nos équipes vont faire valoir leur droit de retrait et ne pourront plus accompagner les personnes âgées ». On était dans ce niveau d'urgence-là, et du coup, on a pris la main. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous venez à l'hôtel du département, tout le rez-de-chaussée est transformé en pôle logistique. Et on a distribué 200 000 masques par semaine dans les EHPAD, dans plus de 300 établissements, EHPAD, établissements de protection de l'enfance, établissements du handicap, pour permettre au personnel d'être protégé et aux personnes accueillies aussi. Donc on a dû faire ce travail où on s'est substitué finalement à ce qui aurait pu être des compétences normalement de l'ARS et de l'État. Mais je pense que c'est aussi ça qui a fait réfléchir au président de la République en se disant on voit bien que les derniers kilomètres,
Aujourd'hui, moi, c'est mes services, c'est grâce à la transversalité des services du département, les services des routes distribuent eux-mêmes les masques. Hein. Si vous voulez, on a cette capacité-là avec le bloc communal, hein, les blocs locaux, les communes, les intercommunalités. On a construit une chaîne de solidarité plus. Vous aviez des agents des routes, c'est-à-dire des ex-DDE, les voitures orange, qui allaient dans les EHPAD distribuer des masques. Ils ont fait un métier qui est différent de leur métier. C'est ça. Aujourd'hui, il y avait une urgence sanitaire. On devait tous être en synergie pour sauver des vies. Eh bien, nos équipes ont montré là leur capacité. Et je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a vu ça. Mais ce qui est vrai dans l'urgence est vrai dans la vie quotidienne. Vie quotidienne des EHPAD, qu'on travaille au quotidien. Ça, si vous voulez, ce qui était important aussi dans cette crise, c'est qu'on avait ce lien privilégié avec chaque EHPAD. Tous les soirs, j'avais le nombre de personnels touchés par la maladie, potentiellement touchés par la maladie, le nombre malheureusement de personnes décédées, les besoins des EHPAD. Toute cette relation, on l'avait construite déjà de longue date, mais on l'a encore renforcée pendant cette période-là. Et c'est pour cette raison aussi que je crois que moi, c'est la sphère publique territoriale. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire au Premier ministre. C'est à l'échelle des départements, à l'échelle de l'Alsace, à l'échelle des bassins de vie, qu'on peut construire un service public adapté à la réalité et aux besoins des gens. Cette sphère publique territoriale, elle doit avoir plus de poids. C'est vrai sous forme de déconcentration, c'est vrai aussi sous forme de décentralisation. Vous avez 138 EHPAD dans le département, c'est exact ? C'est ça, oui. Et à peu près 9000 résidents ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces EHPAD ? Est-ce qu'il y a eu des décès autant que dans le département voisin des Vosges, ou est-ce que ça s'est mieux passé ? Alors, on a, pendant très longtemps, j'étais au début de la crise, je me disais c'est bien, on contient le développement de la crise par des mesures de confinement que nous avons prises très tôt. Dès début mars, j'étais dans des préconisations qui ont été beaucoup plus loin que ce que l'ARS proposait. Au début, l'ARS disait on doit faire comme une grippe et prendre les mesures de la grippe. Sauf que tout de suite, on leur a dit, mais attendez, il y a pas de... En général, on a des vaccins face à la grippe. Donc on protège les personnes âgées et on n'a pas des gens asymptomatiques qui viennent transmettre la maladie. Donc du coup, j'ai préconisé qu'on prenne des mesures beaucoup plus strictes, ce qui fait que dans un premier temps, on a été épargné. Et puis on s'est rendu compte malheureusement que elle s'est néanmoins propagée, la maladie, involontairement par les personnels qui étaient asymptomatiques et qui pouvaient du coup transmettre parce que nous n'avions pas tout de suite la capacité de test. C'est aussi pour cette raison que très tôt, moi j'ai demandé à ce que on puisse, avec nos laboratoires départementaux d'analyse, pour la santé animale et la santé, services vétérinaires, voilà, nos services de vétérinaires, qu'on puisse, puisque c'est les mêmes outils qui sont utilisés, qu'on puisse mettre en place des tests à grande échelle dans les établissements. Si on avait pu faire ça très tôt, je pense qu'on aurait évité la propagation de la crise. Alors on a réussi à éviter pour une trentaine d'établissements d'être du tout touchés. Donc ça, pour moi, c'est quand même une grande satisfaction que pour certains EHPAD, la qualité de notre partenariat, le travail extraordinaire de protection qui a pu être fait aussi avec les agents et leur engagement fabuleux a permis d'éviter une propagation complète. Mais si on avait pu faire les tests, je suis persuadé qu'on aurait pu réduire de moitié le nombre de morts. Dans quel état sont les finances du département à la sortie de la crise sanitaire ? Alors, notre chance, c'est qu'on a été vertueux pendant ces 5 dernières années. Malgré des recettes en baisse de 70 millions par an, on a réussi à baisser la dette de 300 millions. Et si aujourd'hui, on a à la fois pu être réactif et acheter les masques, etc., et tous les éléments, et c'est des sommes importantes, c'est plusieurs millions que nous avons dépensés pour répondre aux enjeux sanitaires. Et si aujourd'hui nous faisons un projet de plan de développement économique fort, c'est parce que justement, on a été vertueux pendant ces 5 dernières années, qu'on avait réduit fortement la dette. C'est pas tout à fait la même situation de l'État, où ces efforts n'ont peut-être pas été suffisamment importants. Pour nous, on s'est dégagé des marges de manœuvre et on est en capacité d'investir parce qu'on a fait ce travail-là. Comment vous financez les 200 millions d'euros de relance économique ? C'est de l'endettement ? Alors,
sur les 200 millions, il y a une partie si vous voulez, d'investissement que nous avions prévu de faire, qui vont contribuer à la commande publique, hein, notamment dans des secteurs comme les routes, les travaux publics, etc. Donc là, on a un investissement qui est important. Et puis, en parallèle, en complémentarité, nous allons réemprunter. Mais comme nous avions réduit fortement la dette, nous avons des marges de manœuvre et on peut se permettre d'un peu augmenter la dette dans la mesure où on l'avait fortement baissé ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est face à un dilemme. Soit on soutient l'économie qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et de l'emploi, et soit on laisse faire, et la crise sociale sera beaucoup plus importante. Là, je le vois déjà, on a 5% depuis janvier d'augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. On risque d'avoir une précarité qui se développe. Et donc, nous, notre enjeu, c'est s'attaquer à l'amont du social. Plus l'économie reprendra notre territoire, moins la crise sociale sera forte, et les dépenses sociales aussi. Donc, c'est aussi un investissement pour limiter, dans un deuxième temps, les dépenses sociales qui pourraient être occasionnées par la crise. Vous n'êtes pas chef de file de l'action économique. Le chef de file, c'est la région, suite oui. aux lois de décentralisation les plus récentes. Écoutez, d'abord, bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est l'État et la région qui sont en responsabilité. Mais j'ai entendu le Premier ministre, le Président de la République, dire qu'il avait besoin de tout le monde aujourd'hui pour soutenir l'économie. Et on ne fait pas ce que la région fait, on est complémentaire, on est partenaire du Fonds Résistance, par exemple, que la région a mis en place, où nous apportons le même niveau de moyens qu'elle dans le département du Bas-Rhin, avec les intercommunalités. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prêts, hein, d'avances remboursables. Nous, on est plus sur à la fois la commande publique, des aides directes, qui ne seront du coup qui n'auront pas besoin d'être remboursées, parce qu'on voit bien que les aides remboursables ont à un moment donné la limite, c'est l'endettement hein, auquel les entreprises sont confrontées. Et puis il y a aussi l'enjeu d'accompagner un pouvoir d'achat, mais un pouvoir d'achat qui profite au circuit court, c'est pour cette raison que moi je parle de plan Marshall de circuit court, c'est cette ambition-là que nous avons. Chaque euro investi doit faire levier sur l'économie, va aider à la fois une entreprise, mais derrière, ça doit permettre de faire un circuit vertueux de l'économie alsacienne. Alors, vous avez beaucoup de projets à mener de front. Est-ce que c'est le moment de continuer d'appuyer sur le champignon pour fusionner avec le Haut-Rhin et créer la collectivité européenne d'Alsace ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas lever le pied cette année ? Non, au contraire. D'abord, la feuille de route telle que nous l'avions travaillée se poursuit normalement, c'est-à-dire que même pendant la période de crise, nous avons eu des réunions de commission au Rhin, Bas-Rhin, ensemble sur un certain nombre de sujets pour se coordonner et en même temps faire converger les politiques publiques. Nous avons eu un comité de pilotage sur un certain nombre d'autres sujets. L'organisation de l'administration se poursuit. On sera prêt pour le 1er janvier. Et le périmètre alsacien est le bon périmètre, c'est d'abord le périmètre attendu par les Alsaciens, et c'est le bon périmètre de l'action publique, et donc il faut aller au contraire au bout des choses, et on voit bien, moi j'ai proposé au Premier ministre pendant la crise, je lui ai dit, écoutez, vous pourriez déléguer à la collectivité européenne d'Alsace les missions de l'Agence régionale de santé. C'est un enjeu pour nous d'organiser l'action sanitaire même à l'échelle rhénane. On l'a bien vu dans cette crise où des personnes malades ont été d'ailleurs accueillies dans les hôpitaux allemands. Moi, au préalable, je poussais déjà un groupement hospitalier transfrontalier. Donc, on voit bien que sur un certain nombre de missions essentielles de services publics à nos concitoyens, et notamment le service public santé, je pense que le bon périmètre d'action publique reste l'Alsace. On ne doit surtout pas attendre. Et surtout, je crois, tirer parti peut-être de l'expression, du président. Il a dit, mais oui à la liberté d'agir des territoires, tout en étant responsable. Nous, on a l'habitude d'être responsable. Si on n'était pas responsable, on n'aurait pas réduit la dette ces 5 dernières années. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette coopération transfrontalière qu'on vante tant en Alsace ? Pendant la crise du Covid, la frontière a été fermée, apparemment de façon unilatérale, décision prise par Berlin. Ouais. Et puis vous n'arriviez plus à communiquer avec vos voisins, si ce n'est le fait exceptionnel que vous soulignez toujours, de faire hospitaliser des Alsaciens en Allemagne. Mais tous les autres pans de la coopération ont été tout d'un coup coupés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors,
il y a eu un rétablissement de frontières, mais les liens n'ont pas été coupés. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises, à la fois le maire de Quai, le président de l'Ortonneau en face pour échanger. C'est le cas aussi de l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux qui ont gardé des relations. Donc, ils étaient un peu, pour certains, parfois peinés de la situation, hein, côté allemand. Et donc, nos relations directes, notre proximité, elle s'est maintenue pendant cette période. Alors, bien sûr, on était tous confinés, donc c'était par téléphone ou par visio, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, moi je ne considère pas que ça a été coupé. Il y a eu le premier réflexe de protection, qui est naturel, qui est humain, c'était de dire, on avait des clusters. D'ailleurs, il y avait aussi cette protection au niveau national vis-à-vis du territoire alsacien. Cette logique de protection, moi je la comprends, elle est tout à fait humaine. Mais c'est vrai que ça nous réinterroge sur, en cas de coup dur, en cas de crise, comment on peut encore améliorer nos relations pour être en capacité d'être en réactivité. Et je pense que si on faisait, par exemple, puisque c'est le sanitaire qui a causé, c'est la situation sanitaire qui a causé cette frontière, si on organise l'offre sanitaire à l'échelle rhénane, c'est le projet aussi de Life Valley que je soutiens, eh bien, on aurait évité ce type de problème. Et bien, en plus, les Allemands étant mieux équipés sanitairement que nous, je pense que plutôt que d'envoyer des personnes malades à l'autre bout de la France, si on les avait envoyées tout simplement encore un peu plus dans le bas de Wurtemberg, je pense qu'on aurait gagné encore en efficacité d'accompagnement des personnes. Donc, je pense qu'il faut qu'on tire parti de cette situation. Aujourd'hui, on est heureux, bien évidemment, que la frontière réouvre, mais ça doit nous interpeller sur notre mode de fonctionnement en temps de crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renforcer certains volets du traité d'Aix-la-Chapelle? Bien évidemment, le traité est un outil. D'ailleurs, pendant cette période-là, on a eu un échange avec la ministre des Affaires européennes et son pendant côté allemand, et on a évoqué tous ces éléments-là. Et tout ça, ces liens privilégiés ont contribué aussi à faire progressivement évoluer les choses. Nous, on est en responsabilité sur les bacs. On a commencé à réouvrir aussi les bacs. Je pense au bac de Drusenheim, etc., pour permettre de recréer le lien. C'est sûr que si on avait été organisé en groupement hospitalier transfrontalier, les choses auraient sans doute été très différentes. Donc là, je pense que les mesures que nous voulions prendre, que nous étions en train de prendre, il faut encore les renforcer pour qu'en cas de crise renouvelée, on ne se retrouve plus dans cette situation de fermeture unilatérale. Alors on fête les 35 ans des accords de Schengen et en même temps on réouvre la frontière. Est-ce que tous ces tracas des 2 derniers mois sont oubliés? Alors, je pense qu'il faut... on va être à une période aussi, il faut tirer les leçons des difficultés que nous avons rencontrées, des obstacles rencontrés pour justement faire évoluer l'action publique. C'est vrai sur l'action publique territorialisée, c'est vrai sur l'action publique transfrontalière. Donc on doit, je crois, se mettre autour de la table et se dire, si nous sommes une nouvelle fois confrontés à ces situations-là, comment pourrions-nous être plus efficaces et éviter ces crises et ces crispations. Je pense que déjà, si nous sommes en capacité de protéger avec les masques, avec le gel hydroalcoolique, qu'on est en capacité de tester les gens rapidement, de les isoler ensuite s'ils sont atteints par la maladie, je pense que ce qu'on a eu avec le cluster mulhousien, ça ne devrait plus, à mon sens, se reproduire. Nous serons mieux armés, et en tout cas nous devons construire les choses de sorte à être mieux armés pour répondre en fait aux enjeux. Quelle est l'image de l'Alsace à la sortie de cette crise? Vous vous souvenez de titres dans la presse nationale qui qualifiait l'Alsace de Coronaland? Oui, j'avais été choqué par ce titre. Le contenu de l'article était moins cristallisant, mais le Grand Est est resté en zone rouge jusqu'à la fin. On voyait tous les soirs ces cartes avec l'Alsace. Déjà, ce qu'on constate, c'est que une nouvelle fois, l'organisation du périmètre Grand Est n'a pas de sens. Parce qu'on se retrouve quand même dans une situation où on met tout le monde dans le même sac, alors que la situation pendant la crise entre l'Alsace et la Champagne ou la Marne n'avait rien de comparable. Les Rémois disent ça. Les Rémois disent, nous, on est Grand Est, on a souffert de cette image aussi. Et bien sûr, et aujourd'hui, parallèlement,
on voit aujourd'hui la Meurthe-et-Moselle est confrontée à des clusters importants, mais ça n'a rien à voir avec la situation aujourd'hui alsacienne. Donc on voit bien que le périmètre qui a du sens, c'est un périmètre plus petit. La situation, le fonctionnement de l'ARS est aussi pénalisé aujourd'hui par un périmètre qui est disproportionné avec 10 départements. Le directeur général, j'ai un jour fait reproche à l'ancien directeur général de l'ARS que je voyais plus souvent la ministre que lui, mais qui se retrouvait avec 10 présidents de départements à rencontrer, au regard des enjeux en plus des compétences qui sont partagées entre le sanitaire et le médico-social dont nous avons la responsabilité. Pour moi, c'était important de pouvoir échanger. Mais quand on est sur des périmètres de cette taille-là, on voit que ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à remplir le dernier kilomètre. On l'a vu sur les masques, etc. Heureusement qu'on a été complémentaire de l'action de l'État, et c'est cette richesse-là qu'il faut avoir. Mais cette richesse-là, elle s'organise à l'échelle de territoires plus cohérents. L'Alsace est un territoire cohérent, on l'a vu, même dans la crise sanitaire. Mais les ARS en France sont calquées sur les régions administratives. Donc si on suit votre argumentaire, s'il faut une ARS Alsace, ça veut dire qu'il faut que l'Alsace sorte du Grand Est. Écoutez, ça a toujours été mon vœu. Aujourd'hui, on a la collectivité européenne d'Alsace. On construit les choses. La région, pour l'instant, est toujours sur ce périmètre-là. Il y a des échéances régionales aussi l'année prochaine. Aujourd'hui, on construit avec le périmètre que le législateur nous a laissé, mais on constate quand même un certain nombre de dysfonctionnements dans l'organisation administrative de notre pays, et je pense que là, dans la crise sanitaire, ils se sont une nouvelle fois révélés. Alors on passe au sujet du municipal. Oui. À Strasbourg, on ne va pas parler que de Strasbourg, mais commençons par la ville où nous nous trouvons. Est-ce que l'accord entre La République En Marche et les Républicains vous a surpris ? Ah oui. Oui, j'ai été surpris parce que je ne m'y attendais pas, parce que je crois que ça a surpris beaucoup de monde. Hein. Je crois que ça s'est décidé au dernier moment. Donc pendant les dernières heures, effectivement. Effectivement. Donc du coup, comme d'autres, j'ai vu cela. Vous le savez, moi, j'avais porté mon soutien à Jean-Philippe Vetter, parce que je pense que c'est un espoir de la vie publique. C'est un jeune qui a à la fois une expérience et en politique importante, et en même temps qui peut incarner l'avenir de notre capitale. Et donc c'est pour cette raison que je lui ai apporté mon soutien. Là, j'ai eu l'occasion, moi, de travailler ces 6 dernières années avec Alain Fontanel aussi, notamment sur la délégation sociale à la ville, et notre travail a été qualitatif, et je sais que c'est quelqu'un avec qui on peut travailler, et j'ai aussi bien évidemment beaucoup de respect pour Catherine Trottmann, pour son action d'élu depuis de nombreuses années, et puis aussi parce qu'elle était présidente du port, et dans ce cadre-là, le département étant, et la DIRA partenaire du port, on a souvent travaillé ensemble, et son expertise sur l'économie est à souligner. Après, je ne connais quasiment pas la candidate verte, que j'ai rencontrée 1 ou 2 fois. Mais à qui va votre soutien pour le 28 juin ? Ben, écoutez, moi, je reste en soutien à Jean-Philippe Vetter dans sa démarche. Votre interlocuteur numéro 1 dans la vie quotidienne du département, c'est la ville de Strasbourg ou c'est l'Eurométropole ? J'ai tendance à dire que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est l'Eurométropole sur la dynamique économique, et sur les mobilités, au regard de son périmètre, on est en vrai soutien de l'Eurométropole. Moi, je me suis beaucoup battu pendant cette mandature. D'ailleurs, c'est pour cette raison que certains ont pensé que j'allais me présenter à la ville de Strasbourg. C'est parce que j'ai beaucoup soutenu Strasbourg dans son rôle de capitale européenne. Et donc, il y a les enjeux économiques qui sont portés fortement par l'Eurométropole. Et donc, notre place, c'est d'accompagner cette dynamique, ainsi que tous les territoires qui composent l'Eurométropole. Et en même temps, à Strasbourg, pour moi, il y a 2-3 enjeux majeurs. Il y a d'abord son statut de capitale européenne. C'est votre enjeu numéro 1 ? C'est mon enjeu numéro 1. 2, il y a tout ce qui est université-recherche, parce qu'avec ECOR, on a un vrai potentiel autour de l'université de la recherche. On la voit avec nos prix Nobel, mais pas seulement, et toute la dynamique qu'il peut y avoir autour. Et 3, la lutte contre la pauvreté.
le taux de pauvreté est élevé à Strasbourg, aussi élevé qu'à Marseille, qui montre bien qu'il y a des quartiers qui sont aujourd'hui plutôt privilégiés. Quand on habite au centre-ville, c'est plutôt très agréable, mais on voit que dans les quartiers périphériques de Strasbourg, cette pauvreté est un véritable enjeu. Lutter contre la pauvreté, faire en sorte que les gens sortent de la précarité, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois une compétence du département. Vous savez que je suis en charge des politiques sociales au niveau national pour l'Assemblée des départements de France. Donc pour moi, c'est essentiel aussi qu'on lutte plus efficacement, qu'on arrive à sortir les gens de la précarité et de la pauvreté. Ça, c'est un vrai enjeu pour cette mandature. Alors, la fonction de président ou de présidente d'un département est parfois un tremplin pour les municipales. On le voit à Nancy, Mathieu Klein, à Marseille également. Est-ce que la mairie de Strasbourg vous fait envie ? Écoutez, si elle m'avait fait envie, j'aurais été candidat. C'est peut-être trop tôt, vous attendez peut-être le tour suivant. Non, c'était pas mon ambition. Par contre, que Strasbourg joue un rôle majeur, bien sûr pour l'Europe, mais pour l'Alsace et pour la France, ça c'est essentiel à mes yeux. Ça contribue aussi à la dynamique économique de notre territoire. L'image de Strasbourg, capitale européenne, est pour moi essentiel. Donc soutenir Strasbourg, oui, dans sa dynamique, soutenir Strasbourg dans les difficultés qu'elle peut rencontrer, faire levier dans les deux cas. Tout ça, c'est essentiel à mes yeux, mais je n'ai pas besoin d'être candidat pour m'y investir. C'est essentiel. Alors, avant de continuer sur l'Europe, François, est-ce qu'il y a eu des réactions intéressantes ? Oui, il y a énormément de monde qui nous suit aux heures de midi. Nous résumer les principales questions pour que Frédéric Biry réagisse. Merci. D'abord, beaucoup de remerciements sur votre attitude ferme et claire pendant le confinement qui a aidé beaucoup de gens et beaucoup d'auditeurs qui témoignent. Pour l'économie du tourisme, qu'envisagez-vous ? Beaucoup de questions sur la filière textile et la filière bois en Alsace. Comment promouvoir le tourisme en Alsace ? Beaucoup de questions sur le transfrontalier, l'enseignement de l'allemand, le transfrontalier. Et une question de Franck Buchy qui vient d'arriver. L'absence d'une réponse alsacienne lors de la crise sanitaire ne préfigure-t-elle pas les difficultés à construire la collectivité européenne d'Alsace ? Et vous signalez également que beaucoup de politiques, je vois apparaître des noms de politiques, nous regardent en ce moment, donc ils sont là également. Alors, la filière bois, c'est un sujet intéressant parce que la filière bois était déjà en difficulté l'année dernière et depuis plusieurs étés. Tous les étés, les forêts sont attaquées par les scolytes et par d'autres phénomènes. Est-ce que la filière bois en Alsace est en danger ? Alors, à court terme, je ne suis pas forcément inquiet d'abord pour la filière, parce que il y a quelques jours, j'avais Marc Siat, entreprise Siat, au téléphone pour justement faire le point. Je voulais voir la scierie Siat à Urmat pour faire le point. Et je sais qu'ils ont des projets d'investissement très importants et ils ont eu des nouveaux débouchés pendant la crise, notamment avec le temps que certaines personnes pouvaient avoir pour bricoler, a donné pas mal de débouchés à la filière bois pendant cette période, de nouveaux types de débouchés. Et pour livrer les entreprises de bricolage du territoire, ils se sont trouvés face à une explosion de la demande. Donc la filière économique, en tout cas, moi j'y crois. Effectivement, c'est une filière majeure parce qu'elle a plusieurs vocations. D'abord, le matériau bois en lui-même, qui est un matériau d'avenir, y compris, on parle même pour servir de carburant. Donc on sait qu'il y a des débouchés sur la cosmétique, il y a des débouchés énormes sur le bois. Bien sûr, il y a le bois construction. Et d'ailleurs, dans les démarches de construction du département, j'ai beaucoup insisté pour que on s'appuie et on développe la filière bois. Et puis, donc là, il y a un potentiel. Le bois réseau de chaleur. Donc on voit bien que le bois, et puis le bois qui emprisonne le carbone, donc, et qui permet justement de sauver la planète. Moi, je travaille aujourd'hui sur un plan arbre pour le département, qui a justement pour vocation de favoriser les replantations, parce que aussi bien en ville, ici on a besoin d'arbres pour amener de la fraîcheur. On a besoin de l'arbre pour emprisonner le CO2. Donc moi je pense que l'arbre peut sauver la planète et du coup replanter. Mais après, là où la filière peut être en danger, c'est comment on replante.
quel type d'essence? Quand on sait que le bois qui sera exploité sera dans 60 ans, entre 60 et 100 ans, est-ce qu'on va faire le bon choix au regard des évolutions climatiques? Est-ce qu'il faut modifier les espèces par rapport aux espèces qu'on trouve actuellement dans le massif vosgien? Nous y travaillons, nous réfléchissons à cela, parce qu'on sait par exemple que si on laisse faire la régénération naturelle, ce sera du hêtre, ce sera du bouleau, mais ça, ce sont des arbres qui consomment beaucoup d'eau et qui, du coup, ne seront sans doute pas viables sur les 60 prochaines années. Donc on doit regarder aussi vers des essences qui sont aujourd'hui en capacité de tenir le choc malgré un climat qui pourrait évoluer. Donc ça c'est un véritable enjeu. Mais la filière bois, là on parle d'une filière industrielle, mais il y a aussi des enjeux touristiques de la forêt, hein. La sylvothérapie, hein, les gens qui vont embrasser les arbres, c'est l'attractivité touristique du massif des Vosges, hein, où on voit bien qu'aujourd'hui les gens ont besoin de se ressourcer dans la nature. Donc c'est les enjeux aussi de l'offre sportive qu'on a dans nos forêts, etc. Enfin, la filière bois a des vertus multiples et variées, mais un de nos premiers enjeux aujourd'hui, c'est de protéger nos forêts qui sont particulièrement touchés par les scolytes. Discuté avec pas mal d'élus locaux, encore récemment avec le maire de Lutzelouse sur ces questions. On voit bien que aujourd'hui, il faut qu'on ait une politique forte autour de l'amont à l'aval de la filière. Hein. Et c'est pour cette raison que moi, je défends l'économie de l'essentiel, c'est-à-dire comment on va aider l'économie. Eh bien, il y a ça fait partie des secteurs qu'il faut accompagner. Ensuite, on a eu des questions sur le secteur CHR, les cafés, hôteliers, restaurants, le tourisme. Oui. Comment va le tourisme en Alsace en ce moment? Quelles sont les prévisions pour cet été? Alors, j'étais en contact avec encore hier avec le directeur de la Chenaudière, un très bel établissement à Colleran-la-Roche, et qui me disait que vendredi, du coup, il a réouvert et il a perdu 5 kilos en une journée, tellement il a transpiré pour répondre à tous les appels qui lui ont été formulés. Alors c'est de bon augure, ça veut dire que nos établissements, malgré la crise, restent attractifs. Alors ils ont effectivement souffert. Heureusement qu'il y avait le chômage partiel qui a compensé une partie de leur charge. Ce que je vois, c'est qu'un certain nombre d'entre eux, peut-être les plus solides, ont encore envie d'investir. Donc ça me rassure parce que ça veut dire qu'ils croient en l'avenir. Mais je sais aussi que peut-être certains acteurs plus fragiles se trouvent en situation délicate. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a ce plan de relance que nous portons pour aider les petites structures, notamment dans un certain nombre de charges qu'elles ont eues. Donc l'idée, c'est de les aider éventuellement à compenser les loyers qu'elles ont dû payer alors qu'elles n'avaient pas de recettes. C'est les investissements sanitaires qu'ils ont dû mettre en œuvre pour protéger leurs clients, comment on peut aussi les accompagner là-dedans. Donc ça, nous sommes en train d'y travailler. Et puis après, il y a la marque Alsace. C'est comment on redore le blason de la marque Alsace au niveau national, hein, et international. Donc ça, on est en train de le construire avec Alsace Destination Tourisme et avec la DIRA, qui est propriétaire de la marque, pour mettre en valeur l'excellence alsacienne. Donc on va faire beaucoup d'actions de communication, rappeler aussi à nos concitoyens français et à l'international que on a d'abord des établissements de qualité, que on est reconnu, nous les Alsaciens, pour être respectueux des normes, et notamment des normes sanitaires, et que venir en Alsace, ce n'est pas risquer d'attraper le Covid, c'est au contraire d'être protégé du Covid, et de gagner un moment de bonheur en allant dans les établissements du territoire. Donc on est vraiment là, dans cet enjeu de soutien fort des hôteliers, du tourisme. Alors on a aussi prévu de donner, ce sera voté la fin de semaine, début de semaine prochaine, pardon, on a prévu aussi de donner des chèques restaurants aux personnes les plus fragiles, qui pourront être dépensés chez les hôteliers, mais aussi les structures touristiques, les acrobranches,
aux Alsaciens à dépenser en Alsace? Oui, c'est l'enjeu aujourd'hui, et pour des personnes les plus fragiles. Donc pour les encourager, du coup, des chèques dont ils auront un encouragement à aller les dépenser sur le territoire alsacien. C'est à la fois un soutien au pouvoir d'achat et en même temps que cet argent-là serve au territoire. C'est l'enjeu du circuit court, c'est que du coup cet argent-là soit redépensé dans le territoire et faire vivre le territoire. Si vous voulez, pour accompagner l'économie, il y a la commande publique, c'est ce que je parlais dans les travaux publics, les routes. Aujourd'hui, on va avoir un grand plan photovoltaïque sur tous les collèges, etc. Donc, on a des travaux de ce type-là. Il y a le pouvoir d'achat, donc là, les chèques. Et puis, il y a l'aide directe. C'est les aides directes qu'on va amener, notamment par rapport aux frais sanitaires. Donc, on essaie d'être, si vous voulez, complémentaire dans les accompagnements pour que ça soit un vrai coup de pouce et un vrai levier pour le tourisme. Et demain, on va réouvrir le Haut-Königsbourg, qui est un des lieux d'accueil touristique les plus attractifs de notre territoire. Donc, tous les feux vont être ouverts justement pour montrer que l'Alsace est en capacité aujourd'hui d'accueillir les touristes dans de bonnes conditions. Une question portée aussi sur la réponse coordonnée, ou plutôt l'absence de réponse coordonnée au niveau sanitaire entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Est-ce que vous aviez des leviers pour agir sur ce point-là? Alors, je veux dire, cette expression n'est pas tout à fait juste. D'abord parce que dès qu'on a construit le plan EHPAD, moi je l'ai immédiatement, ma directrice l'a immédiatement transmis à la directrice du Haut-Rhin. Donc il y avait une coordination administrative dans l'action. J'ai voulu que le laboratoire départemental du Bas-Rhin était en capacité de faire des tests et le Haut-Rhin n'était pas en capacité de le faire seul. Donc moi j'ai voulu qu'on intègre les agents aussi du Haut-Rhin pour que les tests du laboratoire du Bas-Rhin profitent à l'ensemble de l'Alsace. Donc on était là aussi dans un enjeu de coordination. Après, vous savez, on s'est retrouvés, Brigitte Klinkert et moi, on s'est retrouvés à un moment donné dans une période de crise, on avait né dans le guidon, et il fallait être au plus proche. Et donc c'était normal qu'à ce moment-là, dans une période de crise sans précédent, on se préoccupe des territoires dont nous avons la responsabilité. Aujourd'hui, elle c'est le Rhin et moi le Bas-Rhin, donc c'était normal qu'on soit à fond. Donc, mais je vous le disais tout à l'heure, ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler collectivement sur la préparation de la CEA. La région a été l'initiatrice d'une société d'économie mixte pour acheter des tests en Alsace. Oui. Pourquoi le département n'est-il pas partenaire de cette initiative, l'initiative qui s'appelle Dynamise, la SEM Dynamise? Écoutez, à l'époque, j'avais eu Catherine Trottmann au téléphone et nous devions être membres. Et puis, j'ai appris comme ça que d'un seul coup, les choses se faisaient sans ni l'Eurométropole, ni le département. Donc, je pense que ça a été un choix... peut-être de rapidité, je suppose. Je ne peux pas me l'expliquer autrement. Vous parlez de tests. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des tests et de l'importance de la rapidité de la mise en œuvre de ces tests. Oui. La SEM, apparemment, est un outil qui vise cet objectif-là aussi. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a deux choses. Il y a la capacité à faire les tests et la capacité à produire des tests. C'est deux choses différentes. Nous, on est à la capacité avec notre laboratoire départemental, capacité de faire des tests à grande échelle, à condition d'avoir les tests adaptés. Donc, jusqu'à présent, ceux qui ont été validés, c'est les tests virologiques. Et donc, c'est ceux que nous assumons aujourd'hui. Mais si, au moment d'une forte reconnaissance des tests sérologiques, nous serons en capacité de les mettre en œuvre. Donc, on sera un maillon de la chaîne, pas le maillon de production, mais si la production peut se faire en Alsace, c'est très bien. Et moi, je ne peux que m'en réjouir. Et j'ai l'occasion d'échanger avec un producteur de tests alsacien. Donc, on sera en soutien, bien évidemment, comme on l'a été sur les masques. En achetant 3 millions de masques, on a garanti le déploiement d'un outil de production plus adapté. Donc, là, c'est pareil. Dès que les tests séro seront complètement validés et leur pertinence reconnue, on est prêt, nous aussi, à le déployer. Pendant la crise, c'est ma dernière question, pendant la crise, l'une des annonces essentielles qu'on a entendues de la part des conseils généraux, c'est le droit des Alsaciens de coller des logos sur leur voiture, 67 et 68, portant une identité alsacienne. Est-ce que c'est vraiment important en ce moment? Si vous voulez, le plus important, c'est bien sûr l'efficacité du service public
pris au service de nos concitoyens. C'est ce que moi j'appelle le service public alsacien. C'est ça, bien évidemment, ce qui est prioritaire pour moi, c'est que dans la vie quotidienne des Alsaciens, ils se sentent bien accompagnés, soutenus, et qu'à travers notre action, on fasse levier de développement du territoire. Vous évoquiez les enjeux du transfrontalier, des apprentissages, l'éducation, etc. Tout ça, ça fait partie des enjeux majeurs. Et puis, il y a des symboles. Et ça, c'est un symbole fort. C'est un symbole. Et on doit être attentif aussi aux symboles, parce que c'est aussi le sentiment d'appartenance qui permettra aussi aux gens de s'impliquer. Moi, je parle toujours de démocratie d'implication. Si on veut que les gens s'impliquent dans un territoire, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils aient le sentiment d'appartenir à ce territoire. Et aujourd'hui, ce sentiment d'appartenance pour l'Alsace, il est bien réel. Et c'est un état d'esprit aussi d'engagement. Et ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour cette raison que ce périmètre a du sens aussi. C'est bien sûr parce que il est cohérent géographiquement, il est cohérent historiquement, mais aussi il peut faire bon levier de développement. À 14h, il y a une inauguration de la frontière, de la réouverture de la frontière. On ne parle pas d'inauguration de la réouverture, mais disons, il y a une petite cérémonie sur le pont de Kehl. Oui. Vous allez rencontrer vos homologues allemands. Oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Que je suis malheureux de ne pas pouvoir les embrasser, d'abord, et que il faut qu'on reste toujours prudent. Je suis très heureux de les voir physiquement, puisque j'ai échangé avec certains d'entre eux par visio. Donc ça, c'est d'abord le plaisir. On est heureux aussi que l'organisation de la vie économique entre nos deux territoires puisse repartir sur de bonnes bases, et que le travail transfrontalier que nous travaillons depuis de nombreuses années, que nous portons depuis de nombreuses années, et cette crise doivent nous amener à faire évoluer encore nos pratiques et garantir que plus jamais on se retrouve confronté à une fermeture de frontières comme celle-là. Mais est-ce qu'on va avoir sur ce pont tout à l'heure des Strasbourgeois qui critiquent Paris, des Kiélois qui critiquent Berlin? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, sachant toutefois que ça mène moi, je peux vous lire par exemple, dans l'organisation pour les travailleurs frontaliers des mobilités, j'ai pu compter sur le soutien de notre préfète pour essayer de faciliter les choses. À un moment donné, il y avait à la fois les polices allemandes et les polices françaises qui arrêtaient les gens, l'un après l'autre, et au bout d'un moment, ils ont quand même travaillé ensemble pour n'arrêter qu'une fois, qu'un seul arrêt, etc. Donc, peu progressivement, les choses ont évolué favorablement. Aujourd'hui, on s'ouvre complètement. C'est quand même une crise sans précédent que nous avons vécue. Il faut aussi que nos concitoyens prennent conscience que pour nous, c'était nouveau aussi de se retrouver confrontés à cela. Mais on voit bien aujourd'hui que plus on donnera la capacité au territoire de s'organiser intelligemment, moins on aura de situations de blocage comme celle-là. Donc on a cet enjeu-là. L'État allemand est un État fédéral, donc il y a déjà des capacités décisionnelles importantes sur les territoires, plus importantes que chez nous, et on aspire à les avoir, notamment sur le champ sanitaire que j'évoquais tout à l'heure. Mais au-delà, c'est aussi, j'espère, une prise de conscience des États centraux que l'efficacité de l'action publique, elle dépend beaucoup de la confiance qu'il témoigne au territoire. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous d'avoir... Et alors, on est 200 jours de la CEA. Donc, vous voyez, on compte les jours parce qu'on attend avec impatience. On construit aujourd'hui la vision, le projet pour cette collectivité européenne d'Alsace, une et indivisible, qui permettra encore d'améliorer le service à nos concitoyens et de porter haut et fort les couleurs de l'Alsace au plus haut niveau. Ça, c'est un coup de pub. Oui, merci. Mais c'est important. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci le Club de la Presse Strasbourg Europe et merci Olivier Mirguet.